Phil Minivan. Nous allons voir aujourd'hui la question de l'humidité dans les vannes. Puisque nous sommes en automne, le temps et les températures baissent, l'humidité est plus présente, donc je pense qu'on est tous confrontés à ce souci. Alors dans le titre vous pouvez voir que j'ai rajouté via le point de rosée. Effectivement ça va être une vidéo un peu plus technique. Voilà. Tout le monde sait intuitivement ce que c'est que la condensation, voilà. Mais j'aime bien avoir des données chiffrées, rentrer un peu plus précisément dans l'étude de ce problème. Donc cette vidéo risque de ne pas plaire à tout le monde, hein, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête ou qui trouveront peut-être ça inutile. Mais pour les autres, merci de rester avec moi tout au long de cette petite explication. Voilà, donc point de rosée, on passe à la suite. Bien, donc on va travailler. On va aller pas travailler, ça va faire peur. On va regarder, étudier un peu ce graphique, ce diagramme, hein, puisque vous avez le titre, diagramme psychométrique. Ça fait savant. Voilà. Donc tout d'abord, le point de rosée, je vous ai mis une partie de la définition qu'on trouve sur Wikipédia. En gras, l'essentiel pour lire tout ça, donc le point de rosée, température de rosée et la température sous laquelle la rosée se dépose naturellement. Bon, ça fait plus un peu nature sur le gazon. Ce qui nous intéresse, ça va être la suite. Donc c'est la température en dessous de laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense sur les surfaces par effet de saturation. Bien, ça c'est une chose. Donc pour utiliser le graphique à l'écran, donc en bas donc on aura la ligne qui concerne la température. En diagonale, ça va être le taux d'humidité, ça va être l'humidité relative, donc en pourcent, alors 0 en bas, et on monte jusqu'à 100%, donc le 100% qui correspond justement à ce qu'on appelle, on va appeler la saturation. Voilà. Donc la ligne extérieure. Et sur la droite, donc c'est marqué masse d'eau en kilos par kilo d'air sec. Alors on va simplifier, on va faire des simplifications de langage. Pour les puristes, ils vont peut-être ne pas aimer. Mais disons, la masse, je vais utiliser indifféremment masse et poids, alors que ce sont des choses différentes, mais dans le langage, on va dire, allez, le poids de l'air. Et puis de la même manière, on va pas rentrer dans le détail. Vous voyez, ici, c'est normalement par kilogramme d'air sec. On va parler de kilogramme d'air pour simplifier. Voilà. Alors, pour vous donner tout de suite un exemple, comment on peut lire des données sur ce graphique. Par exemple, alors je prends ma température de 20 degrés. Supposons qu'on se retrouve avec un air qui est saturé d'humidité. Donc ça veut dire que hop, là, à chaque fois j'ai mes courbes, encore une fois, pourcentage d'humidité relative. Donc si l'humidité augmente, on va approcher les 100%. Arrivé à 100%, donc notre air est saturé en humidité. Pour connaître la masse d'eau que contient cet air, il suffit donc d'aller de suivre la ligne, voilà, et on obtient, donc puisque c'est en kilogrammes, donc ici ça me fait 15 grammes. Donc, ça veut dire que 1 kg d'air à 20 degrés contient, donc d'air saturé en eau contiendra au maximum 15
grammes d'humidité d'eau. Donc on va passer justement sur un cas concret. Donc il s'agit de mon véhicule, mon Jumpy. Le volume intérieur fait 6 mètres cubes, donc ce qui nous donne 6000 litres. La masse volumique d'air, j'ai simplifié aussi, ça va pas jouer énormément, tout ça. Donc j'ai gardé la valeur de 1,2 g par litre, donc ce qui nous fait, en faisant cette opération, ce qui nous fait un poids d'air à l'intérieur du véhicule de 7,2 kg. Une chose aussi qu'on peut voir avant de passer à la suite, c'est que, bon, je pense qu'on le sait intuitivement aussi, un air qui est, donc quand il fait froid, eh ben, l'air froid contiendra, pourra contenir moins d'humidité qu'un air chaud. Si je prends un exemple, donc il fait 35, mon air est à 35 degrés, on voit, pour qu'il soit saturé, donc qu'on arrive à 100%, ça veut dire qu'il peut contenir 35, 36, 37 grammes d'eau, donc encore une fois par kilo d'air, alors que si mon air, ma température est à 5 degrés, donc quand il arrivera à saturation, on sera à peine plus de 5, entre 5 et 6 grammes. Ouais, donc 5 degrés, 1 kg d'air pourra contenir moins de 6 grammes d'eau, alors qu'à 35 degrés, il pourra contenir 37 grammes. Donc on continue sur l'exemple de mon Jumpy. J'avais fait une mesure donc une nuit, j'avais demandé donc 19 degrés dans le véhicule avec un taux d'humidité de 65%. Voilà, c'est cette courbe en bleu. Donc si je voulais calculer quelle est à ce moment-là, quelle est la quantité d'eau que j'ai dans l'air d'une Jumpy, il suffit que je prenne le croisement de mes deux courbes, température et humidité. Je me reporte donc sur cette échelle ici et j'obtiens 9 grammes. Donc ces 9 grammes, puisque c'est par kilo, je les multiplie par 7,2. Donc à ce moment-là, j'avais 65 grammes d'eau dans le volume d'air du véhicule. Si je veux calculer à quel moment, combien j'aurai de grammes d'eau lorsque l'air sera saturé, donc je remonte jusqu'à la ligne 100% d'humidité, et cette fois j'obtiens donc ici 14 grammes que je multiplie à nouveau par 7,2, donc ça me fait 101 grammes. Voilà, je vais prendre une image pour expliquer le phénomène donc de condensation. Moi cette image m'a bien servi, alors chacun prendra l'exemple ou une autre image si ça convient mieux. Donc je vais prendre l'image du verre, un verre à eau qui se remplirait de plus en plus au fur et à mesure que l'humidité augmente. Donc là j'aurai mon verre qui serait rempli à un peu plus de la moitié, et si je rajoute d'humidité, il va arriver au 100%, c'est un verre qui sera complètement plein, et on comprend bien que si on rajoute ne serait-ce qu'une goutte supplémentaire, cette goutte elle va finir sur la table. Donc je vais me servir de ce verre, ou même de plusieurs verres, pour expliquer les différentes hypothèses qui vont conduire à la condensation. Voilà. Tout d'abord, on va rester, donc on est dans notre vanne, il fait 19 degrés. Pour le moment, on est à ce taux d'humidité de 67%. Donc tout ce qu'on va rajouter en humidité va faire augmenter ce taux. Donc pour rajouter de l'humidité, il va déjà y avoir notre respiration. Ensuite, pour ceux qui ont un grand van et la chance d'avoir une douche,
ça va être l'humidité de cette douche qui va à nouveau continuer à remplir notre verre. Et si on a envie de manger des pâtes, ben, la cuisson de l'eau va nous faire encore remplir notre verre. Donc dans cette hypothèse, ben, surtout si on arrive au 100% et qu'on dépasse un tout petit peu, comme j'ai dit, on est cuit. Il va y avoir de la condensation, il va se mettre sur les surfaces. Alors quelles sont les solutions pour faire baisser donc cette humidité relative? Il y a bon, vous le savez, l'aération, comme pour notre maison, l'aération, l'extraction de cette humidité. On part du principe aussi que l'air extérieur sera sûrement moins chargé en général que l'air à l'intérieur du van. Et puis ben, une autre solution, c'est de mettre un déshumidificateur. Alors j'en ai acheté un. Lorsqu'il sera arrivé, ben, j'espère pouvoir faire des essais, des mesures d'efficacité avec donc justement en enregistrant l'hydrométrie. Donc ça, c'est la première hypothèse. Hop, température fixe, et c'est le taux d'humidité qui augmente jusqu'à saturation. Deuxième hypothèse, cette fois, on a un taux d'humidité établi. On arrête le chauffage ou on ouvre les portes plusieurs fois. Donc cette fois, ça va être la température à l'intérieur du van qui va diminuer. Dans mon image du verre, donc, comme je l'ai dit au début, un air, plus il est froid, moins il contiendra, il pourra contenir d'humidité. Donc plus l'air descend, ça revient à transvaser l'eau que j'ai dans mon verre, dans un verre à chaque fois plus petit. Donc ici, si je suis à 65%, ma température diminue. Et ben, on voit qu'on va croiser. Si je passe ici, par exemple là, hop, je croise la ligne des 70%. Donc ça revient à mettre ma quantité d'eau dans un verre légèrement plus petit. Si je continue, eh ben, je vais croiser les 80%. Donc là aussi, hop, je retransfère à nouveau mon contenu du verre précédent dans un autre qui sera plus petit. Donc on comprend bien que cette fois, si j'avais le premier verre qui était à peu près à moitié plein, ben, plus ça va aller, plus mon verre va se remplir. Et lorsque j'arriverai ici, c'est-à-dire à une température de 12 degrés, mon verre, mon plus petit verre, cette fois, ben, ne pourra plus contenir d'eau supplémentaire. Donc, et il suffit donc la température descend un petit chouïa, et là aussi, on est cuit, on va commencer à avoir de la condensation. Donc deuxième hypothèse, on part d'un poids d'eau qui est déterminé, qu'on a calculé, comme, par exemple pour mon Jumpy, on était à 65 grammes d'eau. Donc ces 65 grammes d'eau, à chaque fois, je vais les transvaser dans des verres plus petits. Et puis, ben, une fois que j'arriverai ici, on ne pourra plus en rajouter, ça va condenser. Alors, c'est pas toujours aussi simple que ça. Parfois, les deux phénomènes d'augmentation d'humidité et de refroidissement peuvent se produire. Le plus souvent, ce qui va arriver dans nos vannes, hop, je passe ici, ça va être ça, les ponts thermiques. Cette baisse de température, même si on est, admettons qu'on reste à 19 degrés, en fait, on va avoir dans des endroits localisés de nos vannes, ce qu'on appelle des ponts thermiques. Ça revient à se dire, ben, dans cet endroit précis, la température, c'est comme si la température avait chuté. Donc, si par exemple je prends les vitrages, donc je peux avoir très bien 19 degrés globalement partout dans mon van. Si à l'extérieur il fait 0 degré, ben, au niveau de la vitre,
je vais peut-être arriver, bon même sûrement moins, ben j'arriverai peut-être à aller à 10 degrés. Donc on voit que hop, passer les 12 degrés sur la vitre, j'arrive à 10 degrés, ça va condenser dessus. Donc pour éviter ces ponts thermiques, ben, le seul moyen, ça va être l'isolation. Alors sur des vitres, ben, surtout la nuit, on va rajouter des écrans thermiques. Et puis ben, les autres points, par exemple sur mon Jumpy, ben, ceux qui ont des petits véhicules, il n'y a pas beaucoup de place. Alors moi j'ai isolé pour le moment uniquement vraiment les panneaux entre les renforts de la carrosserie de la tôle. Donc je sais que sur cette tôle, ces renforts qui ne sont pas protégés, bon bah si j'arrive pas à maintenir la température de surface de cette tôle au-dessus de 12 degrés, dans cet exemple, ça va condenser. Alors, on peut, donc, puisque moi ce que j'envisage de faire pour mon véhicule, c'est là aussi pour éviter de perdre trop de place, de coller simplement un petit revêtement simple, une mousse, qui va bien épouser les formes arrondies en général de ces renforts. Et puis ben, je ferai des mesures avec un thermomètre laser pour vérifier ma température de surface. Donc on pourrait se contenter, suivant les conditions, ben, de se dire allez, je vais mettre juste ce qu'il faut en épaisseur, je sais les conditions que je peux avoir à tel endroit, voilà, donc adapter l'isolation au calcul qu'on peut faire comme ça. Donc on voit quand même que ce graphique, ben, il nous aide, j'espère, à comprendre donc ces différentes hypothèses. Pour terminer, je vous présente donc l'enregistrement que j'ai fait à l'intérieur d'une Jumpy. Vous avez la date qui est en bas, donc c'est cette nuit que j'ai fait ça. Donc ici de 20h du soir à 10h du matin, j'ai lancé le Webasto tournait. En bleu, j'ai la température intérieure, donc on se réfère à l'échelle de température qui est sur la gauche. En marron, l'humidité relative, c'est l'échelle qui est ici. Et en rose, le point de rosée. Donc là aussi, puisque c'est une température, donc elle est à lire avec cette échelle à gauche. Donc ça m'a fait 14 heures de chauffe. J'avais demandé au Webasto 19 degrés. Je vous mets aussi la consommation totale en électricité, 13 ampères. Pour ceux qui ont regardé des vidéos précédentes, et j'avais fait aussi un autre enregistrement. Donc au niveau consommation électrique, j'ai fait déjà 3 enregistrements de température avec des températures extérieures qui étaient différentes. On arrive globalement toujours à peu près, moi j'arrive sur mon véhicule à 1 ampère-heure. 1 ampère-heure par heure, voilà, de consommation. Cette fois, au niveau gasoil, j'ai consommé presque 1,5 litre, donc à ramener aux 14 heures. Voilà, ça fait un peu plus de 10 centilitres à l'heure. Alors, pour que ce soit comprendre aussi, ben, je vous ai indiqué les températures qui faisaient à l'extérieur au moment du déclenchement. Bon, ça caillait quand même, 3,5 degrés. À l'intérieur d'une Jumpy, 7 degrés. Et lorsque je l'ai arrêté, bon, c'est approximatif, il devait faire à peu près 6 degrés à l'extérieur. Donc, autre point, je vous ai mis, alors ne vous occupez pas de ce qui est à gauche ici ou à droite là. C'est simplement entre le moment où je lance l'enregistreur, je suis obligé de le lancer avec l'ordinateur, donc je suis chez moi, je descends dehors et là je remonte chez moi pour l'arrêter. Donc là je vous ai mis 58 minutes, c'est le temps qu'il a fallu au Webasto pour passer d'une température donc intérieure à 6-7 degrés
peu près, est arrivé au premier pic, au premier arrêt qu'il a fait. Donc on était à peu près à presque 19, 18, 19. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, donc j'avais demandé une température de consigne 19 degrés. Mon enregistreur n'était pas au même emplacement que le contrôleur du Webasto, ce qui fait qu'on peut avoir un degré d'écart entre les deux appareils. Voilà. Donc on retrouve 58 minutes, c'est le temps qu'on retrouve à chaque fois sur l'enregistrement précédent. C'était à peu près la même durée. Voilà. Donc ce qui est intéressant, alors on voit l'évolution, hop, les Webasto, le chauffage qui arrive au pic, il va passer au ralenti et il va redémarrer, mais on a donc une température, vous voyez, si vous ramenez à l'échelle, on oscille entre 18 et 19 degrés, hein, faut voir ces petits pics. Donc l'humidité, comme on l'a vu, plus donc on a une quantité d'eau dans l'atmosphère, et bien plus la température augmente. Quand on sera sur le pic de température, on sera au plus bas au niveau de l'humidité. Hein. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est notre point de rosée. Alors la moyenne, qui est aussi entre 8 degrés et demi, 9, 10 degrés, hein, plutôt 9, voilà, à peu près 1 degré d'écart. Donc j'ai mis environ 8 degrés et demi. Donc ce qui veut dire dans ce cas-là, alors je ne dormais pas dedans, hein, j'ai oublié de le dire. Donc pour cette nuit, tant que je n'ai aucun point de surface dans mon véhicule qui atteint la température de 8 degrés et demi, ben j'étais assuré de ne pas avoir de condensation. Bon, j'avais une petite aération, hein, qui est là, mais c'est vrai, encore une fois, je ne dormais pas dedans, donc il n'y avait déjà pas toute la vapeur, l'humidité qu'on peut rejeter. Voilà, au travers de cet enregistrement, ben, on voit les différents points qu'on a vus en étudiant le graphique précédent. Alors, tout ça, je conçois bien, c'est théorique et c'est pratique en même temps. Ça aide à comprendre le phénomène et puis à se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Et puis ça motive aussi à chercher les bonnes réponses. Alors moi, je suis novice, comme vous avez pu le voir au niveau des vidéos. C'est seulement depuis cet été que j'ai mon van dans lequel je peux utiliser. La plupart d'entre vous déjà ont des vannes plus importants que le mien, ont une expérience plus longue. Donc ce serait intéressant que vous mettiez vos commentaires, de dire tiens, comment vous avez fait vous pour lutter contre la condensation. Et puis si malgré votre expérience, si cette vidéo a pu préciser des choses, vous servir, ce serait sympa de le partager aussi. Merci, à une prochaine fois, au revoir.